Vous êtes sur Midi 1, merci de nous recevoir, merci de nous rester fidèles pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. Le Tchad, l'Afrique est en deuil après la mort du président Idriss Déby Itno au pouvoir depuis 31 ans et qui venait d'être réélu pour un 6e mandat. Les funérailles nationales se sont déroulées vendredi en présence des chefs d'État africains et européens. Mahamat Idriss Déby Itno, un des fils du président défunt, général 4 étoiles et commandant de la garde présidentielle, est devenu le nouvel homme fort du Tchad. Il est à la tête d'un conseil militaire de transition de 18 mois chargé d'organiser de nouvelles élections libres et démocratiques afin de rendre le pouvoir aux civils. Mais comment cette transition va-t-elle s'opérer dans le pays? Quel impact sur le G5 Sahel et sur la lutte contre le terrorisme? Des éléments de réponse en première partie d'émission. Nous allons au Burkina Faso. L'ancien président Blaise Compaoré sera bientôt jugé dans le procès sur l'assassinat le 15 octobre 1987 de son prédécesseur Thomas Sankara. Chassé du pouvoir par la rue en 2014, exilé en Côte d'Ivoire, l'ancien président burkinabé est accusé d'assassinat et attentat à la sûreté de l'État. Ce procès fera-t-il toute la lumière dans le dossier Thomas Sankara? Blaise Compaoré se rendra-t-il au Burkina Faso pour se défendre? Les éléments de réponse tout de suite dans le débrief. Et pour décortiquer ces thématiques avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Abdou Karim Diarraté, journaliste, analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci bien, Régis. Et en face de vous, Mamadou Seck, expert en géopolitique. Merci d'avoir répondu à l'invitation du débrief. Merci Régis, merci de m'avoir invité. Alors, je le disais, nous allons parler du Tchad. L'actualité, c'est évidemment le décès du président tchadien Idriss Déby qui est mort. L'onde de choc traverse l'Afrique et bien au-delà. Il était 11h du matin à Djamena lorsque la nouvelle est tombée, annonçant évidemment la disparition de l'ancien président tchadien Idriss Déby. Quelle appréciation et analyse faites-vous des 31 ans de règne d'Idriss Déby à la tête du Tchad? Voilà, en fait, c'est une page qui se ferme pour le Tchad, mais c'est également une nouvelle page qui s'ouvre pour ce pays. Avec la mort du maréchal président Idriss Déby Itno, effectivement, c'est un nouveau coup, un drame porté à ce pays, donc qui pèse d'un poids important en Afrique centrale et, disons-le tout net, sur tout le continent africain. Idriss Déby, c'est quelqu'un qui avait véritablement un leadership affirmé. C'est un leader qui avait su faire autour de lui une certaine osmose. On voit un pays traversé par des contradictions extraordinaires depuis très longtemps. Le Tchad a une histoire politique mouvementée. On a vu depuis le premier président Ngartab Tombal Baye, par la suite Félix Maloum, et jusqu'aux différentes rébellions qui ont pris le pouvoir, de Goukouniwédé, du Gount, au Frolinat de Hissène Habré, jusqu'au défunt président Idriss Déby Itno, le Tchad a traversé des séquences sur lesquelles nous reviendrons certainement, mais Idriss Déby a marqué d'un poids véritablement important ce pays qui a su quand même offrir à l'Afrique quelque part un semblant d'unité, parce qu'il a réussi un peu à consolider les bases d'un pays qui était fragmenté. Le Tchad, c'est 1 284 000 km², un pays donc traversé par d'énormes convulsions. On a vu que ces dernières années, il y a eu une lutte âpre contre le terrorisme Boko Haram, et le président Idriss Déby aussi a joué véritablement de ce leadership-là dans tous les combats qui se sont menés au niveau du Sahel. On va en parler tout au long de cette émission, évidemment, le rôle très important du président défunt Idriss Déby dans la lutte contre le terrorisme en ce qui concerne évidemment la zone du Sahel. Mon cher Seck, évidemment, c'est on va dire un portrait magnifique dressé par notre ami Karim Diarraté. Vous retenez également d'Idriss Déby un homme qui savait apporter des réponses à des problèmes? Bon, en fait, ce qu'on peut retenir d'Idriss Déby, Régis, c'est que, outre le fait qu'il soit quand même quelqu'un qui a stabilisé la région du Sahel et l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, on peut quand même nuancer un peu le portrait de M. Diakhaté en disant que, de toute façon, le Tchad, qui est quand même un pays pétrolier, qui est un pays énorme, n'a pas pu régler les problèmes de développement sous le règne d'Idriss Déby. Maintenant, ce bilan est quelque part assez bon,
c'est bon. Parce que de toute façon, il a pu stabiliser son pays. Et ça, c'était pas facile de stabiliser le Tchad. Hein? Mais bon, de toute façon, on peut également dire qu'il n'a pas su vraiment s'attaquer aux problèmes de développement au niveau du Tchad. Parce que le Tchad est resté quand même un pays extrêmement pauvre, hein, avec un IDH très très faible. Hein? Donc, quelque part, Idriss Déby n'a pas pu régler les problèmes de développement du Tchad. Maintenant, on va voir ce qui va se passer après, disons, l'après-Déby. L'après-Déby, on en parle justement, je reste avec vous. Alors, Idriss Déby, décédé, on l'a souligné, c'est son fils, Mahamat Idriss Déby Itno, qui le succède. Que sait-on concrètement de cet homme? On sait qu'il est âgé de 37 ans. À peu près, c'est l'âge auquel son père est arrivé au pouvoir, hein, en 1990. On sait également que c'est un homme de devoir, parce que c'est un militaire. Hein? De front aussi, comme son père, parce qu'il est beaucoup sur le terrain également. D'ailleurs, pour un peu vous dire que c'est un homme de front, il était le deuxième au niveau des forces armées tchadiennes au Mali. Hein? Ensuite, il est revenu au Tchad, il a géré la garde nationale, donc il s'est occupé de la sécurité de son père. C'est un militaire de carrière et un militaire de devoir. Maintenant, est-ce qu'il aura l'envergure de gérer d'abord le clan Déby, parce que c'est un clan. Ensuite, le parti, le MPS, et finalement le pays et tout ce qui tourne autour du Tchad, parce que le Tchad se trouve également dans une zone de feu, avec le Soudan à l'est, la Libye au nord, hein, et notamment tout le sud de la Libye qui est traversé par des convulsions, par des chefs rebelles, notamment tchadiens. Hein. Et également, on a toute la zone du lac Tchad jusqu'au Niger, et même le Cameroun et le Nigeria. Donc, quelque part, est-ce qu'il aura l'envergure de gérer tous ces problèmes-là, au-delà même de la gestion du Tchad même? C'est ça la question qu'il faut se poser. La question se pose évidemment. Alors, quelques heures après l'annonce du décès du président tchadien, nous avons assisté à une prise de pouvoir par l'armée à travers la mise en place du Conseil militaire de transition qui a conduit à la suspension de la Constitution ainsi qu'à la dissolution du gouvernement et du Parlement. Quelle appréciation faites-vous de la façon avec laquelle les choses se sont faites au Tchad? Bon, il faut dire qu'en fait, on a comme l'impression que tout avait été préparé, comme sur le fil du beurre. Le président Déby mort, très vite, on a vu se constituer donc le conseil militaire de transition dirigé par Mahamat Kaka, Mahamat Idriss Déby Itno. Mais dans ce comité, on retrouve des proches du président Déby. Des gens qui étaient effectivement avec lui depuis le début. Il y a des gens qui ont même servi bien avant son arrivée. Quelqu'un comme Yahya Oki Mahamat Dagash. Et là, depuis en fait le GUNT, il a pratiquement participé à tous les gouvernements, même avec Idriss Déby, avec Hissène Habré à l'époque. Il y a d'autres éléments également qui sont d'un poids important au niveau donc de la vie militaire au Tchad. Oui, parce qu'il y a un comité composé, on va dire à 100% que des généraux. Hein. Des généraux donc de division, également des généraux quand même aguerris. Certains ont été dans les renseignements. Quelqu'un comme Mahamat Ismaël Cheibo a été ministre de la Défense. Quelqu'un comme Taher Erda Taïro également a géré aussi les renseignements. Donc c'est un peu le cercle autour de Déby qui assure un peu cette continuité-là, qui assure un peu, disons, cette transition. Mais il faudrait quand même revenir aux conditions de prise de pouvoir. Quelque part, certains disent que bon, c'est un mal nécessaire, on l'a dit, mais en réalité, il s'agit d'un coup d'État, il faut le dire. Oui, parce qu'on parle de la dissolution de l'Assemblée nationale, du gouvernement. Absolument. Mais en réalité, vous savez, je pense que certains perdent de vue que le président Déby avait prévu, parce que la constitution tchadienne avait, dans un premier temps, défini, la constitution de 2008 avait décidé qu'une fois qu'il y ait vacance de pouvoir, le président de la République devait être remplacé par le président de l'Assemblée nationale. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'en novembre 2020, il y a eu un projet de loi qui a été adopté et qui faisait en fait qu'il y a des changements qui introduisent un vice-président et un parlement bicaméral. Il était prévu qu'il y ait un Sénat à côté de l'Assemblée nationale. Et en ce moment, ce serait le président du Sénat qui remplacerait le président donc, de la République. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que quand les gens ont constaté
le décès du maréchal Déby, très vite, ils se sont organisés, donc son cercle restreint ils sont organisés pour essayer de voir comment le pouvoir allait être géré. Et en ce moment, on a dit que le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, avait il avait décidé en tout cas de ne pas assurer l'intérim. Donc, ce qui a conduit le groupe dirigé par Mohamed Kaka à prendre ses responsabilités et toutes ses responsabilités. Et on a vu aussi l'accueil de la communauté internationale. Oui, parce qu'on a vu qu'il n'y a pas eu de... On va y revenir, mon cher Diaraté, justement sur... Alors, vous avez utilisé un terme en parlant de coup d'État. L'opposition, en tout cas une trentaine de partis d'opposition au Tchad, appellent justement au retour de l'ordre constitutionnel en qualifiant justement ces actes de coup d'État. Vous partagez leur avis, mon cher Seck? Vous savez, dans les faits, un coup d'État suppose deux choses. D'abord, la prise de pouvoir par la force, que ce soit maintenant civil ou militaire, mais également la mise en veilleuse des institutions qui étaient là. Maintenant, pour le premier cas, est-ce qu'il y a eu prise de pouvoir par la force? Il faut quand même qu'on se pose cette question. Mais maintenant, il est absolument sûr que le Conseil militaire de transition a mis en veille l'ensemble des institutions, notamment l'Assemblée nationale a été dissoute, et toutes les autres institutions ont été un peu mises en veille. Donc, il y a quelque part, en tout cas, s'il n'y a pas prise de pouvoir par la force, s'il n'y a pas coup d'État, il y a en tout cas confiscation du pouvoir, de toute manière. Ou bien, en tout cas, ils ont ramassé le pouvoir à la rue, comme on peut le dire. Mais pour revenir un peu à l'opposition joue son rôle. C'est son rôle institutionnel. De dénoncer? Oui, que de dénoncer le fait que... qu'on ait eu une sorte de révolution de palais. Déby étant décédé, donc en incapacité totale, il est remplacé par son fils avec une révolution de palais. Donc les autres institutions, notamment l'opposition, etc., ne sont pas mises en... on les a pas associés à la prise de décision. Donc quelque part, ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle. Mais est-ce qu'on pouvait faire autre chose? C'est ça la question. D'autant plus que le président de l'Assemblée nationale a justement renoncé au fait qu'il devait remplacer le président Déby. Alors, le nouvel homme fort du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, jouit déjà des mêmes privilèges qu'un chef d'État. Les réceptions en audience de certaines autorités, dont le président en exercice de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, en visite privée au Tchad, se sont multipliées au palais. Quelle interprétation doit-on faire de ce face-à-face? Est-ce que cela sous-entend que l'institution africaine valide l'autorité de Mahamat Idriss Déby Itno? On peut le penser, parce qu'en fait, avec donc les funérailles et l'aura qui accompagne un peu cette entrée en fonction, disons-le, de Mohamed Kaka, qui quand même a été un peu l'ombre de son père. Il ne faudrait pas penser un seul instant qu'il n'a pas les capacités donc de manager un peu ce comité, parce qu'en réalité, il y a eu un consensus autour de son nom. Ce sont des généraux aguerris donc qui l'encadrent, mais en réalité, Mahamat a fourbi ses armes. M. Seck l'a rappelé, dans un premier temps au Mali, où il était commandant en second des Fatim, les forces armées tchadiennes d'intervention au Mali, où il a effectivement fait ses preuves et montré qu'il avait quand même des capacités de meneur d'hommes. Maintenant, il faut le prendre un peu à la tâche, voir qu'est-ce qu'il va faire, mais il est évident que, on l'a dit, le clan Déby va être certainement remodelé, parce que Mohamed Kaka n'est pas peut-être le seul fils, mais il jouit quand même d'une certaine notoriété, parce que c'est quelqu'un qui a su asseoir un peu sa force de frappe en étant quand même un compagnon fidèle de son père. À qui faisait extrêmement confiance. Oui, quelqu'un qui dirige la direction générale des services de sécurité, des institutions, aussi bien donc la présidente de la République que l'Assemblée nationale, qui donc supervise pratiquement toutes les sorties, les déplacements de son père, est quand même quelqu'un qui connaît bien le terrain. Il connaît aussi bien le terrain pratique, qu'il connaît aussi les hommes, il connaît les ressources au Tchad. Maintenant, on l'a dit, est-ce qu'il aura la capacité de bien dérouler? Mais il faut quand même lui accorder un certain crédit, dans la mesure où effectivement il y a eu une reconnaissance tacite de la communauté internationale.
Reconnaissance tacite de la communauté internationale, on a quand même aussi assisté au mutisme de certaines institutions internationales sur des événements qui se sont succédés au Tchad. Ce mutisme peut être interprété comme un feu vert au CMT? Bon, ça dépend maintenant, parce que de toute façon, ce qu'on a vu, c'est que la situation, elle s'est déroulée. Disons que la communauté internationale a été prise de court, d'une certaine manière. Hein. Personne ne pensait quelque part qu'un président élu le 11 avril, hein, dont les résultats devaient être publiés le 25 avril, pourrait sortir de la scène politique de cette manière-là, de manière aussi tragique. Donc la communauté internationale a été prise de court. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'en première ligne, la France, parce que la France, elle est importante, hein. On parle d'un précaré français, on parle même peut-être de la France-Afrique, mais la France, apparemment, hein, a donné un certain préjugé favorable à Mohamed Kaka. Parce que de toute façon, il y a le déplacement déjà, Macron, voilà, le déplacement du président Macron, exactement, et la communauté et l'Union africaine n'a pas aussi, de façon véhémente, hein, dénoncer cette prise de pouvoir, parce que moi je n'oserais pas l'appeler un coup d'État. Justement, Mamadou Seck, par rapport à ça, il n'y a pas eu de dénonciation, il n'y a pas eu de condamnation de l'Union africaine en ce qui concerne évidemment les agissements du Conseil militaire de transition. Est-ce que cela ne va pas un petit peu donner des idées à la transition malienne? Bon, moi je considère de toute façon que même si la communauté internationale n'a pas dénoncé de façon véhémente, je considère qu'il y a eu quand même des négociations secrètes. Vous avez dit tout de suite que le président de la Commission de l'Union africaine était à N'Djamena. En visite, hein, en visite au Tchad. Mais il était là, donc forcément il a pris langue avec le nouveau régime, je considère. Et donc, ce n'est pas pour rien que le comité militaire de transition a mis en place très très rapidement, hein, toutes ces institutions et a déroulé déjà un agenda en parlant de remise du pouvoir aux civils dans 18 mois. Donc moi je considère qu'il y a eu des négociations secrètes. Et maintenant, est-ce que cela ne va pas donner des idées aux Maliens, à la junte malienne? Là, l'histoire nous le dira, parce que moi je considère que la junte malienne est déjà dans un agenda qui est déjà très très bien serré, géré un peu par la CEDEAO, hein? Donc ce serait assez difficile que la junte malienne nous fasse autre chose. Karim Diarraté, je l'ai souligné tout à l'heure, le nouvel homme fort, hein, Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu en audience plusieurs autorités. Vous l'avez également souligné. Est-ce que quelque part, ces réceptions, c'est une manière de légitimer, valider l'autorité du nouvel homme fort du Tchad? En tout cas, en fait, on peut dire qu'il y a eu effectivement comme une sorte de blanc-seing par rapport un peu à l'action qu'il va dérouler. Mais de toute évidence, il faut quand même dire que le Tchad a une position un peu particulière. Quand même, le Tchad, c'est un peu le bouclier du Sahel. Certains le présentent effectivement comme le pays qui véritablement assure un peu, disons, l'état-major de la lutte contre aussi bien le terrorisme, contre le djihadisme et donc contre toutes ces menaces d'extrémisme violent et autres. Pour même un peu argumenter par rapport à tout cela, il faut voir que le ministre français de la Défense, en janvier, était au Tchad. Il a fait donc un petit tour à Abéché et à Faya-Largeau pour un peu voir l'état des troupes. Il faut se rappeler qu'il y a 800 soldats français prépositionnés au Tchad. C'est vrai, dans le cadre de l'opération Barkhane. Beaucoup moins qu'en 2008, où ils étaient pratiquement 3000 à l'époque. Mais cela démontre effectivement que le Tchad représente quand même quelque chose pour, en tout cas, la France de ce point de vue-là. Mais sinon, on peut toujours continuer pour dire que autant Idriss Déby Itno avait une certaine poigne, une certaine envergure pour un peu régler donc tous les problèmes au niveau de la sous-région, autant Mohamed Kaka ne peut que entrer dans cette perspective dans la mesure où on a vu que récemment le Tchad a fourni 1200 hommes au contingent donc du G5 Sahel pour la zone du Liptako-Gourma, pour suppléer un peu les forces nigériennes, maliennes et du Burkina Faso. Mais il est évident également que pour assurer un peu la solidité de son régime,
il sera obligé un peu de couper un peu sur ces régiments, certainement. Parce qu'en fait, il y a aussi d'autres attentes au niveau même du Tchad, où on a des menaces, M. Seck l'a rappelé, au nord, au niveau de la frontière avec le Soudan, au niveau du lac Tchad, avec donc la force mixte, avec le Cameroun, le Nigeria et le Niger contre Boko Haram, mais également au sud, vers Sido, avec la Centrafrique, où on a vu que beaucoup de chefs de guerre qui sont actuellement sous les coups de boutoir de l'armée russe sont en train de se déployer vers le nord, donc vers le Tchad. Forcément, c'est un cocktail explosif qui attend Mohamed Kaka, et il va certainement, comme son père, en tout cas, prendre le taureau par les cornes. En tout cas, allez-y, M. Seck. Ajouter une chose, c'est-à-dire si on a une vision un peu plus globale de l'ensemble du Sahel, il faut quand même se rendre compte que le personnel politique est en train de changer. Parce que depuis à peu près 2 ans, de la Mauritanie au Tchad, on a quand même des changements de régime. Maintenant, est-ce que les régimes changent dans leur nature profonde ou bien ce sont juste des changements de personnes? C'est peut-être la question qu'il faudra se poser. En tout cas, pour le Tchad, je ne crois pas qu'on puisse avoir un peu des changements profonds et brutaux. Non, je ne le pense pas. Je pense surtout que le jeune Mohamed Kaka va entrer dans la droite ligne de la politique de son père. Et c'est le profil idéal aujourd'hui, parce qu'on a parlé justement d'un petit peu, le fait que son père, le défunt président Idriss Déby Itno, avait cette capacité à rassurer, à sécuriser en tout cas la zone du Sahel. Vous pensez que c'est le profil idéal aujourd'hui, le fils? C'est assurément le profil idéal, d'autant plus que c'est également un chef de guerre, dans une certaine manière. Et c'est un général 4 étoiles, comme vous l'avez dit. Et le plus important, c'est qu'il a quand même fourbi ses armes au Mali, un peu partout. Donc, il est quand même capable de faire le travail à ce niveau-là. Maintenant, est-ce qu'il aura l'envergure politique? Parce que ce n'est pas seulement le fait qu'il soit un grand chef militaire qui va peut-être le servir. Dans ce cas-là, il faut être rompu également aux arcanes de la politique politicienne. Est-ce qu'il en aura l'envergure? C'est peut-être la question qu'il faut se poser. Avant évidemment de continuer sur la question sécuritaire, on va revenir sur la charte de la transition de plus d'une centaine d'articles qui a été mise en ligne sur le site officiel de la présidence tchadienne. Un document qui annonce la création du Conseil national de transition, dont la première séance de travail est prévue pour février 2022. Comment cette transition va-t-elle se dérouler? Bon, mais écoutez, je pense qu'une transition, c'est une transition, c'est une période donc transitoire où donc certains éléments, certains outils de direction des différentes, en tout cas, sections ou des différents secteurs du gouvernement vont être plus ou moins planifiés. Mais il est évident que c'est la junte, en fait, le comité militaire de transition qui aura la haute main sur pratiquement toutes les actions, aussi bien au plan civil que militaire ou militaro-économique. Bon, le plus urgent, je pense, de ce point de vue, est de faire en sorte que toutes les forces vives tchadiennes s'accordent pour aller vers le dialogue inclusif. Mais est-ce que vous pensez que c'est réellement possible? Quand on sait, on l'a dit sur ce plateau, que l'opposition crie au complot en parlant de coup d'État, une partie de la société civile aussi. Est-ce que quelque part, on ne risque pas de se retrouver avec un Conseil national de transition à majorité militaire? Parfaitement. En fait, cette étape va être très vite dépassée. Je pense que l'opposition, c'est son bon droit de réclamer effectivement beaucoup plus de liberté. Mais en réalité, il y a une situation, une conjoncture qui n'autorise pas certaines dérives. Parce qu'en fait, les militaires ont pour eux l'intime conviction qu'il y a une menace qui pèse sur eux. Parce que déjà, les funérailles sont terminées, le front pour l'alternance et la concorde avait menacé de fondre sur N'Djamena. Oui, parce qu'ils ont donné 26 jours au président. Mais attendons de voir avec la nouvelle attitude de la France et donc des alliés du Tchad, ce qui va se passer. Mais il est évident que la première priorité, c'est d'endiguer cette déferlante rebelle vers N'Djamena déjà, de sécuriser donc toutes les frontières. Vous avez vu que les frontières ont été ouvertes pour permettre donc le déroulement des funérailles. Mais il est évident qu'il y a des problèmes beaucoup plus pressants qui, bon, excusez-moi de le dire, vont beaucoup plus au-delà de certaines considérations de type politicien. Maintenant, les partis politiques ont le droit, effectivement, de réclamer un peu plus de présence un peu partout, mais il est évident que le comité militaire de transition ne laissera pas un seul
bout de terrain à l'opposition ou à quelconque autre élément extérieur pour lui dicter sa politique. Mamoudou Seck, revenons à la charte de cette transition émise par le Conseil militaire de transition. Alors l'article 100 de la charte de transition stipule, je cite, « En attendant la mise en place du Conseil national de transition, ses attributs sont dévolus à l'Assemblée nationale. » Mais de quelle Assemblée nationale parle-t-on, puisqu'on sait qu'elle a été dissoute, cette Assemblée nationale? Cette question, elle est vraiment pertinente. Hein. Mais moi, je considère que c'est dans la précipitation. Hein. On va mettre cela dans le compte de la précipitation. Lorsqu'on a rédigé la charte, on était un peu dans l'urgence. Hein. Donc, c'est peut-être une ou deux coquilles qui se sont glissées dans la rédaction de la charte, mais je crois que très rapidement, ils vont s'en rendre compte et ils vont corriger. Mais moi, je voudrais renforcer un peu ce qu'a dit. Allez-y, en quelques minutes, nous arrivons au terme de cette première partie. Allez-y. En disant un peu qu'au Tchad, actuellement, il y a deux urgences. Hein? Il y a l'urgence de la stabilité nationale. Hein? Et il y a l'urgence de la démocratisation qui doit continuer forcément. Hein? Donc, je serai un peu provocateur, mais je pense que la démocratie peut attendre. Sinon, le Tchad va disparaître. La démocratie peut attendre. En tout cas, ce n'est pas le cas du Burkina Faso. On marque une courte pause. On se retrouve en deuxième partie. À tout de suite sur Média. De retour sur le plateau du débrief pour la deuxième et dernière partie d'émission. 34 ans après la mort de Thomas Sankara, un procès dont la date n'a pas encore été fixée aura lieu pour situer les responsables dans la mort du père de la révolution burkinabé, l'ancien président Blaise Compaoré, dans le collimateur de la justice. Que vous inspire cette mise en cause? En fait, c'est quand même quelque chose d'important que l'on puisse, juste pour la mémoire de Thomas Sankara, hein, organiser un procès où les responsabilités seront situées sur sa mort. Maintenant, 34 ans après, c'est peut-être un délai de prescription, parce que dans la loi burkinabé, le délai de prescription est de 10 ans. Donc, on peut peut-être penser qu'il y a un délai de prescription, mais de toute façon, il serait important pour la mémoire de Thomas Sankara qu'on organise ce procès. Maintenant, est-ce que ce procès, parce que c'est l'ancien président, hein, Compaoré, qui est visé, avec à peu près une vingtaine de personnes. Est-ce que ce procès aura lieu? C'est la question. Ou bien c'est juste seulement un symbole, parce que le président Roch Kaboré tient essentiellement à ce procès. Mais en parlant d'unification du Burkina Faso, évidemment, voilà. Il le soulignait dans son discours à la nation, après évidemment cette réélection, son second mandat, qu'il allait justement apporter des réponses en ce qui concerne évidemment le dossier Thomas Sankara. Ce nouveau procès va-t-il permettre de mettre en lumière la chaîne des responsabilités dans le décès de Thomas Sankara? Mais absolument, parce qu'en réalité, ce n'est pas seulement le président Blaise Compaoré, il y a une quinzaine d'autres personnes, 14 exactement, dont Diendéré, qui est déjà jugé, qui prise, et qui a un mandat de dépôt, donc, ce qui fait que lui, en fait, c'est sûr que le procès pourra être donc constitué pour lui, et éventuellement Kafando également, qui était le garde du corps du président Blaise Compaoré. Mais en réalité, dans cette affaire, M. Seck l'a rappelé, il s'agit beaucoup plus de réveiller un peu un symbole pour véritablement rendre vie à quelqu'un quand même qui a quand même donné à l'Afrique des raisons d'espérer. Sankara représente un symbole vivant même pour beaucoup de jeunes Africains. Il a pu, par ses actes, montrer qu'il y avait une Afrique digne qui pouvait véritablement trôner à la place donc des grands. Ce qui est arrivé, effectivement, il y a eu quand même 3 décennies de temps où il y a un flottement. Mais justement, pourquoi ça a pris autant de temps? 34 ans, pourquoi? En réalité, parce qu'avec le président Blaise Compaoré, il n'était vraiment pas question de revenir sur toutes les péripéties qui ont amené à ça. Il n'y a pas que l'affaire Sankara, vous vous rappelez de Norbert Zongo. Il y a eu aussi les assassinats ou disons les tueries contre d'autres anciens compagnons, comme Henri Zongo, en fait, Lingani, Jean-Baptiste Lingani, ou autres, en tout cas, compagnons qui étaient avec Blaise Compaoré et Thomas Sankara. Vous savez, il y a eu beaucoup de faits qui doivent être élucidés au Burkina Faso. Le temps, quand même, a duré, c'est vrai, mais le peuple est toujours en attente
de voir véritablement ce qui a été fait tout ce temps-là. On se rappelle qu'en 2015, quand il y a eu cette transition qui a été un peu faite après le départ de Compaoré, Gilbert Diendéré a essayé de prendre le pouvoir. En 2015, avec ce coup d'État. Il y a un coup d'État qu'il a tenté, et ce coup d'État intervenait pratiquement au moment où les résultats de la commission d'enquête sur la mort de Sankara devaient être publiés. Par conséquent, il y a beaucoup de coïncidences, bon, malheureuses plus ou moins, qui tentent à faire accréditer l'idée qu'effectivement, il y a derrière tout ça une main. Maintenant, on se rappelle qu'en 1987, Blaise Compaoré avait dit qu'il n'était véritablement pas... il continue d'ailleurs à clamer son innocence dans le dossier. Tout pousse, effectivement. Bon, certains témoins de l'époque ont disparu entre-temps. Ce qui fait qu'en fait, il sera très difficile de savoir véritablement ce qui s'est passé. Mais de toute évidence, tout le monde retient que c'est véritablement lui qui a été à la tête, disons, du commando, même s'il n'est pas venu physiquement pour faire l'acte qui a été fait le 15 octobre 1987. En parlant de Blaise Compaoré, quelle est la portée réelle de cette procédure alors que le président vit en exil? En fait, il faut considérer le procès sur la mort de Thomas Sankara comme le procès du régime de Blaise Compaoré, quelque part. Hein? Parce que c'est un peu cette vision-là que l'actuel régime au Burkina Faso a. Dire on va faire la lumière sur la mort de Thomas Sankara en indexant quelque part Blaise Compaoré. Maintenant, est-ce que ce sera possible? Je vais revenir surtout sur cela parce que Blaise Compaoré maintenant est un ressortissant ivoirien. Hein? Et la Côte d'Ivoire, de tradition, n'extrade pas ses ressortissants. Alors, on va le juger par contumace ou bien le procès n'aura pas lieu. C'est peut-être des questions qu'il faudra se poser. Mais de toute façon, il faut considérer que cette lumière-là qu'on veut mettre sur l'assassinat de Thomas Sankara, c'est à la limite un procès contre le pouvoir de Blaise Compaoré. Voilà. Au-delà, également, il faudra voir le rôle de la France. Justement, en parlant du rôle de la France, on va y revenir. Notre ami Mamadou Seck a souligné un point. Évidemment, l'ancien président burkinabé, aujourd'hui, jouit de la nationalité ivoirienne. Il va être jugé, pour le coup, par contumace. Comment cela va-t-il se dérouler? Bon, écoutez, certains pensent que Blaise Compaoré pourrait se présenter devant la justice de son pays pour véritablement répondre de ses actes ou bien continuer à toujours nier l'évidence. Mais est-ce que quelque part, il ne gagnerait pas à le faire, à se déplacer, aller au Burkina Faso pour se défendre? En fait, en réalité, ce qui corse les choses, c'est qu'en fait, il est devenu effectivement citoyen ivoirien et on l'a dit, la Côte d'Ivoire n'extrade pas ses ressortissants. Mais bon, pour l'histoire quand même, je pense que Blaise Compaoré, ancien président donc du Burkina Faso, qui a même tenté de retourner au pays une fois. Oui, parce qu'il a tendu sa main au président Kaboré. Exactement. Et puis on a vu également le rôle que continue de jouer son parti, le CDP. Il y a eu même un candidat qui s'était réclamé de lui, qui a eu quand même un score assez honorable, pour dire qu'il a encore des soutiens au pays. Bon, maintenant, ça c'est une affaire, non pas avec la justice du Burkina Faso, mais avec le peuple burkinabé. Je pense que c'est véritablement une occasion royal quand même pour l'ancien président de s'expliquer. Maintenant, il est évident que cela ne va pas être facile parce que je ne vois pas le président Alassane Dramane Ouattara accepter de bon gré de le laisser partir pour beaucoup de raisons qu'il serait fastidieux d'énumérer ici. Mais de toute façon, Blaise Compaoré a rendez-vous avec l'histoire. Si le procès doit se tenir, même si c'est seulement Gilbert Diendéré ou autre Kafando qui se présente devant la barre, tout le monde verra en filigrane le président Blaise Compaoré. Est-ce que on va dire cette absence de l'ancien président Blaise Compaoré, ça va un peu compliquer le déroulement du procès? Parce qu'évidemment, Diendéré, il est en prison au Burkina Faso. La vérité, elle peut venir de lui? La vérité peut venir de Diendéré, elle peut venir de Kafando, elle peut également venir de quelques témoins qui étaient là, hein, et qui vont peut-être mettre la lumière sur l'assassinat de Thomas Sankara. Parce que pour les Burkinabés, il est extrêmement important de dépasser cette page de leur histoire
et de faire un peu la lumière sur cet assassinat. Et il y a les parents des victimes aussi qui demandent à ce que justice soit faite. Mariam Sankara, la dame, qui déjà en 2015 avait porté plainte devant les tribunaux français. Donc il faut peut-être penser que le procès aura bien lieu, mais je ne pense pas que le président Blaise Compaoré sera là. Un procès sans les acteurs clés du procès, c'est assez compliqué, Karim Diakhaté. Même une condamnation par contumace serait quand même un fait, disons, qui va marquer les esprits. Parce que de toute façon, il faut effectivement que cette page soit tournée, que donc toute cette histoire soit dépassée, pour que véritablement il y ait un repos du guerrier, que le peuple de Burkina Faso puisse se dire que voilà, véritablement on a rendu justice, voilà, pour la mémoire de feu Thomas Sankara. Vous l'avez souligné, le retard, 34 ans après, vous l'avez souligné tout à l'heure, avec cette absence des preuves, on va le souligner ainsi. Il y a eu la déclassification de certains dossiers par la France. Comment vous avez... quelle analyse faites-vous justement de ce procédé de la France? Au-delà même de l'action de la France, il y a eu même au Burkina Faso des dissimulations de preuves, parce que Blaise Compaoré est poursuivi. Bon, on l'a dit, assassinat, mais recel de cadavres. Il y a eu donc dissimulation de preuves. On a vu qu'effectivement, toutes les fouilles avec les trucs ADN n'ont pas donné grand-chose. Mais il est évident que beaucoup de choses, au niveau en tout cas administratif, ont été faites pour faire en sorte qu'il n'y ait aucune trace de cela. Et vous vous rappelez, le certificat de décès de Thomas Sankara portait la mention mort par mort naturelle, ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement grave. Parce que quand on a parlé d'être... il a été cribé de balles... Mais forcément, atteint de plusieurs balles, et véritablement cela maintenant montre le caractère abject de cet assassinat. Bon, maintenant, l'histoire retiendra qu'il y a eu effectivement cette main de la France que tout le monde a dit à l'époque. Bon, cela ne dédouane pas le pouvoir français de pouvoir, à temps utile, donner la part de vérité qu'il détient. Et que l'Afrique attend et que les Burkinabés attendent aussi. Et que le peuple burkinabé réclame effectivement. Je voudrais relativiser un peu votre enthousiasme en disant que ce que le président Macron a décidé de déclassifier, ce sont des documents essentiellement diplomatiques. Ce ne sont pas des documents judiciaires, ce sont des documents essentiellement diplomatiques, disons des lettres à cette époque-là, donc protocolaires, que les différents pays s'étaient donc échangés. Donc c'est plutôt cela. Et la mort de Thomas Sankara, il est clair que, et de façon indéniable, tout le monde sait que c'est un complot. Un complot, maintenant, avec qui là-dedans? Peut-être certains burkinabés, notamment le président Blaise Compaoré, parce qu'il faut voir quand même à qui profite le crime. Alors, est-ce que tous ces protagonistes, il ne reste de ces protagonistes-là que la France? Blaise n'est plus au pouvoir. Vous êtes dans une logique de la France donne, mais elle ne donne pas tout. Non, la France ne donne pas tout et la France ne donne pratiquement rien. Ça, c'est mon avis. Puisque la France a quand même des éléments. Mais si la France donne juste des documents qui ne sont pas judiciaires, qui sont des documents diplomatiques, il y a quand même une raison pour se poser la question, est-ce que la France est prête à faire la lumière sur cet assassinat-là? On parle également de cette justice au Burkina Faso. Est-ce que la justice du Burkina Faso sera-t-elle indépendante en ce qui concerne évidemment ce procès tant attendu sur le continent? Est-ce que la justice burkinabé, en fait, la justice du Burkina Faso sera à la hauteur donc, de cet événement? Mais bien sûr, il y a des juges particulièrement bien formés au Burkina Faso. Il y a des juges, en tout cas, très, disons, à cheval sur les principes du droit qui vont effectivement porter l'affaire dans les, disons, conditions idéales donc de tenue d'un procès juste et équitable, comme on a l'habitude de le dire. Mais la question, en fait, est est-ce que le peuple burkinabé a véritablement le droit de savoir ce qui s'est réellement passé le 15 octobre 1987? Et la réponse, elle est... Voilà. Mais la réponse, forcément, c'est que effectivement, des gens ont concocté un assassinat pur et simple pour effacer de la surface de la terre quelqu'un qui portait
véritablement beaucoup des promesses d'une jeunesse, en tout cas au-delà même du Burkina Faso, de la jeunesse africaine. Et pour rebondir sur ce que vous avez dit, est-ce que le peuple burkinabé a les moyens de faire la lumière? Parce que le peuple doit savoir, mais est-ce qu'il a les moyens de faire la lumière sur l'assassinat de Thomas Sankara? Je ne crois pas. Ce procès, trop tôt? Le procès... Il fallait encore attendre un petit peu avant évidemment de relancer le dossier Thomas Sankara, histoire d'avoir tous les outils nécessaires? Moi je dirais que le procès est arrivé trop tard. Bien sûr, sous le régime de Blaise Compaoré, ce n'était pas possible. Parce que pendant 27 ans, c'était, vous l'avez dit, impossible de... C'était une omerta pratiquement, donc ce n'était pas possible. Maintenant, est-ce qu'il n'a pas eu le temps d'effacer beaucoup de preuves? Je ne dirais pas toutes les preuves. Il a eu le temps d'effacer beaucoup de preuves. Donc, est-ce que le procès va faire la lumière? Je ne crois pas. À moins que des témoins qui étaient là nous indiquent un peu ce qui s'est réellement passé ce 15 octobre. Vous l'avez dit, il y a Gilbert Diendéré qui est encore qui est au Burkina Faso. Vous l'avez souligné, la vérité également, elle peut venir de lui. S'il accepte évidemment de parler, de raconter un petit peu les faits qui se sont déroulés le 15 octobre 1987. On va parler justement de la justice du Burkina Faso qui a dissocié le volet national de l'international. Il n'y aura donc pas de démarche à l'international pour identifier les potentiels complices. Qu'est-ce que cela vous inspire? Mais cela dédouane tout de suite la France et donc tous les autres, toutes les autres, je ne dirais pas personnes, parce qu'il ne s'agit pas de personnes, mais tous les autres secteurs qui pourraient être véritablement plus ou moins voisins, ou en tout cas, qui est en tout cas une main dans cette affaire-là. Non, vous nagez dans le même sens que Mamadou Seck quand il parlait. Donc, ça sous-entend quoi? Qu'il y a eu, on va dire, un compromis entre la France et le Burkina Faso. Je vous cède les preuves, mais derrière, voici les conditions. Je n'irai pas jusque-là, mais on a effectivement l'impression qu'il y a comme on l'a dit, une omerta, mais comme une PD brave de ce point de vue-là. À l'époque, on avait cité même d'autres intervenants. Je me rappelle qu'à l'époque, on avait parlé de Prince Johnson, des mercenaires libériens qui seraient venus. C'était ça, au niveau de Burkina, il y avait eu une première enquête qui avait été menée à l'époque, avec Blaise Compaoré à l'époque, pour juste dédouaner donc des gens qui étaient avec lui, pour dire qu'en fait, ce serait peut-être un commando venu d'ailleurs qui aurait perpétré donc ce coup-là. Mais de toute évidence, que la justice du Burkina Faso prenne la décision de mettre hors jeu tous les acteurs donc extérieurs, cela veut tout dire qu'en fait, c'est également une façon de dire qu'il ne faut pas regarder ailleurs. Ceux qui ont fait le coup, ou bien ceux qui ont assassiné sont avec nous. Sont avec nous. On les a bien identifiés. Bon, quelque part, Gilbert Diendéré a beaucoup de choses à dire. Il était véritablement le principal acteur, même si le commanditaire est connu. Voilà, de toute évidence, la justice burkinabé donc a toute la latitude de faire la lumière sur cette affaire-là. Des témoins de cette histoire sont encore vivants, heureusement. Beaucoup, malheureusement, ne sont plus de ce monde. Mais, de toute façon, la justice du Burkina Faso a l'obligation de montrer à la face du monde, au moins, quelque chose qui peut amener tout le monde à se dire, ah, tiens, voilà véritablement les commanditaires et les acteurs de ce crime abject qui a fait que Thomas Sankara, qui, comme on l'a encore dit et redit, portait quand même les espoirs d'une nouvelle Afrique, est véritablement mort comme ça, de manière... Allez-y, Mamadou Seck. Moi, ce dont j'ai peur, c'est que ce procès soit un procès politique. Pourquoi vous le dites? Un procès politique, un procès contre le régime de Blaise Compaoré. Un procès qui va permettre un peu au président Roch Kaboré de redorer un peu son blason. Et quelque part, la France, par rapport à ce qu'on a dit, donc la France est un peu derrière, et on aura une vérité partielle, une vérité parcellaire, une vérité partisane. Et finalement,
on n'aura pas la lumière sur le procès de Thomas Sankara. Évidemment, parce que le procès on l'a dit, hein, il est divisé en deux volets. Donc si on exclut une partie de la vérité, en tout cas c'est ce que notre ami Mamadou Seck essaie de nous faire comprendre, si on exclut une partie de la vérité, on n'a pas toute la vérité. Ce serait malheureux. Ce serait malheureux parce qu'en fait, là, on aura un goût d'inachevé. Parce qu'il est évident que si tous les protagonistes de cette histoire qui ont été clairement identifiés ne viennent pas répondre, en tout cas au jour du jugement, il est clair que, véritablement, comme on l'a dit, il y aura véritablement ce goût d'inachevé, il n'y aura, on ne dira pas une injure au peuple burkinabé, mais ce sera véritablement un gâchis. Alors, les observateurs du Burkina Faso disent, je cite, « La mort de Thomas Sankara, devenu une figure panafricaine, était un sujet tabou pendant 27 ans. » Vous l'avez souligné, 27 ans au pouvoir de Blaise Compaoré. Cela sous-entend qu'il se reprochait de quelque chose. Vous partagez leur avis? Mais c'est clair que Blaise Compaoré, en tout cas, devant le tribunal de l'histoire, est responsable de la mort de Thomas Sankara. J'ai bien dit devant le tribunal de l'histoire. Et je crois que ce tribunal est beaucoup plus, disons, légitime pour nous dire réellement ce qui s'est passé. Parce que de toute façon, le tribunal des hommes est souvent partisan. C'est ce qu'on voit. La politique manipulée, ça dépend. Je considère que Blaise Compaoré est responsable. Maintenant, jusqu'à quel point, à quel niveau, en tout cas, il est responsable du décès de Thomas Sankara. Et c'est ça que l'histoire a retenu, de toute façon. On parle également d'une autre histoire, c'est celle de l'unification des filles et fils du Burkina Faso. C'est l'un des projets, le leitmotiv du président Roch-Marc Christian Kaboré. Doit-il s'appuyer aujourd'hui sur l'ouverture du procès Thomas Sankara pour justement mettre en œuvre son projet, unir le Burkina Faso? Moi, je pense que le procès de Blaise Compaoré ne devrait quand même pas constituer un prétexte pour cela. Je pense qu'il y a... Ce n'est pas l'avis de notre ami Mamadou Seck qui parlait de redorer le blason de... Oui, quelque part, c'est vrai, je peux comprendre cet argument, mais en réalité, il faudrait qu'il puisse activer d'autres aspects. Ce n'est pas ce procès-là, ce procès qui a quand même été réclamé depuis très longtemps. Il faudrait, au sein même de la classe politique burkinabé, qu'il y ait une véritable mue, que les gens puissent se parler de manière très sincère. On l'a vu avec les dernières élections, tout ce qui s'est passé. Un candidat qui est arrivé second, qui se met avec le président pour travailler, cela augure déjà de retrouvailles sincères. Maintenant, il faudrait aller au-delà de tout cela, véritablement faire en sorte que toutes les forces vives de ce pays donc se donnent la main pour véritablement aller vers un Burkina Faso uni, ce qu'il est, de mon point de vue. Mais on peut aller encore plus loin. Mais le procès ne doit pas servir de prétexte à cela, de mon point de vue. Moi, je considère que ce procès pourrait quand même être un bon point de départ pour regrouper tous les Burkinabés autour de l'essentiel. Parce que Thomas Sankara, quand même, est une figure importante de l'histoire du Burkina Faso. C'est peut-être, si on revisite toute l'histoire du Burkina Faso, la personnalité politique la plus marquante. Donc, revenir un peu sur son assassinat, calmer un peu les esprits, ce serait peut-être un très bon départ pour le Burkina Faso. Oui, parce que la fracture sociale, elle est toujours présente au Burkina Faso, en ce qui concerne évidemment ce dossier Thomas Sankara. On parle, vous l'avez souligné, du parti politique de l'ancien président Blaise Compaoré qui avait déjà émis le souhait, le vœu de rentrer au Burkina Faso, d'aider le président Roch-Marc Christian Kaboré à construire le Burkina Faso. Est-ce que quelque part, c'est pas aussi intéressant pour le président Blaise Compaoré de rentrer, récupérer, rassurer son parti politique? Et on le sait tous, le peuple burkinabé, c'est un peuple pacifique, on pardonne très vite. Mais à défaut, il faut évidemment venir donner la vérité. Bon, en fait, en réalité, quand on voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire voisine, avec donc les retours du président Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé et autres, augure effectivement de ce scénario pour le Burkina Faso. Parce que de toute façon, Blaise Compaoré, même s'il a eu à faire quelque chose de bon pour laquelle son pays donc lui demande des comptes, et burkinabé, quelqu'un qui a eu à diriger le pays pendant 3 décennies, il est évident que tous les fils du Burkina, effectivement, devraient se retrouver au pays. Maintenant, sous quelles conditions? Il faudrait d'abord que la vérité soit faite par rapport à un certain nombre d'événements. C'est tout.
Maintenant, il a toute la latitude de demander au président Marc-François Kaboré de collaborer avec lui pour travailler. On l'a dit et redit, effectivement, son parti pèse encore. Le CDP a quand même une certaine posture. Et qui continue à demander le retour de leur leader politique. C'est tout à fait normal, parce qu'en fait, 30 ans de règne, ça légitime quelque part une action politique, quelle qu'elle soit. Il y a des nostalgiques de cette époque révolue. Bon, on peut leur concéder cela, mais il est évident que les retrouvailles aussi ne doivent pas se faire sous le prisme d'un certain truc de mauvaise aloi, parce qu'il ne faudrait pas aussi perdre de vue que le Burkina Faso aussi a régressé. Pendant un certain temps, il y a eu beaucoup d'atteintes aux libertés, il y a eu beaucoup de faits qui doivent être quand même révélés, qui doivent être, disons, ramenés au premier plan pour qu'effectivement cette réconciliation, ces retrouvailles puissent se faire dans les meilleures conditions. Allez-y, M. Seck. Si on considère que le président Blaise Compaoré a encore un parti politique qui est encore vivant au Burkina Faso, si on considère également qu'il a un trésor de guerre, on sait bien comment ça se passe en Afrique, on peut peut-être penser que le président Roch Kaboré a un peu peur du retour de Blaise Compaoré. C'est pour cela qu'il a réveillé un peu, il a ravivé un peu cette histoire de procès de Thomas Sankara, maintenant tout en essayant de calmer la France en disant qu'on va juste ouvrir disons, les aspects nationaux. Oui, mais est-ce que l'ancien président Blaise Compaoré a encore des ambitions politiques, mon cher Mamadou Seck? Vous savez, la politique, quand on a goûté au pouvoir, nous n'avons pas eu le plaisir, nous, de goûter au pouvoir. Mais quand on a goûté au pouvoir une fois, on voit bien ce que cela peut coûter à certains qui ont déjà goûté au pouvoir, de revenir au pouvoir. On a vu des exemples en Afrique. Et il faudra quand même faire très très attention. Si je vous suis, mon cher Mamadou Seck, ça sous-entend que ce possible retour qui pouvait être conditionné par un face-à-face, un tête-à-tête avec le président Roch Christian Kaboré et l'ancien président Blaise Compaoré pour faciliter ce retour, c'est à exclure si on vous suit, parce que vous êtes dans la logique de le président Kaboré, entre guillemets, un petit peu peur de l'aura politique de l'ancien président. Je suis dans cette logique-là, puisque les hommes politiques ont même peur de leur propre ombre. De toute façon, moi je considère que réveiller ce procès actuellement, en ce moment-là, et ne cibler que les nationaux burkinabés dans ce procès, c'est notamment accuser le président Blaise Compaoré d'assassinat, d'atteinte à la sécurité nationale, de recel de cadavres. C'est quand même des chefs d'accusation assez lourds. Donc, c'est un peu annihiler toutes ces ambitions politiques, s'il en a. C'est peut-être une manière de freiner toutes ces ambitions politiques. Karim Diarraté, on va chuter sur cette question-là. La lumière sur le dossier Thomas Sankara sera-t-elle faite un jour? C'est ce que nous souhaitons, c'est ce que tous les Africains souhaitent, mais en réalité, attendons de voir. Mais de toute évidence, tout ne sera pas clair. On l'a dit et redit, M. Seck a bien raison de dire qu'une fois les aspects extérieurs élagués, il est évident qu'il ne restera pas grand-chose. Mais souhaitons que la justice sera à la hauteur de cet événement qui marquera au-delà du Burkina pratiquement tous les esprits en Afrique. Et nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci Abdou Karim Diarraté, journaliste, spécialiste en géopolitique, analyste politique, pardon. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous remercions également Mamadou Seck, expert en géopolitique, d'avoir répondu à l'invitation du débrief. Et c'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.